bienvenue. Hein. On va passer une belle après-midi, j'espère. Alors en fait, c'est le fruit du hasard qui a bien fait les choses. Il s'avère que j'ai invité Maxime Sazanoui, vous verrez par la suite, à donner un séminaire aujourd'hui. Et M. Mazola ou M. Pilon m'ont contacté en disant « mais il y a déjà M. Chaffre qui donne un séminaire ». Donc ça nous fait une belle journée de séminaire, une belle après-midi très variée en tout cas. Donc sous le signe de RESIA et du laboratoire LDR, Learning Data Robotics pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et notre premier intervenant est donc M. Thomas Chaffre, qui va nous parler de robotique sous-marine. Oui. Pour faire court, Thomas, donc c'est un tout jeune diplômé, il n'est même pas diplômé dans la folie, il n'a pas le grand papier, il a un petit papier. Il a l'attestation seulement, voilà, puisqu'il a terminé au mois de septembre. Si j'ai bon souvenir, tu as soutenu au mois de septembre. Oui, 26 septembre. 26 septembre. Ouais. Voilà. Et donc, après avoir fait 5 belles années d'études, fait pas mal de travail au laboratoire, il est passé, c'est un pur produit LDR, 100% LDR, gras et intellect contenu. Voilà. J'ai l'impression de parler comme un charcutier par moment, en fait, parce que c'est effrayant. Il a été sélectionné pour intégrer un très bon labo qui s'appelle l'ENSTA, enfin c'est une école mais c'est aussi un labo, l'ENSTA, pour faire une thèse en co-tutelle avec un laboratoire australien. Bon, je félicite. Merci. Voilà. Alexandre, peut-être. Merci à tous en tout cas d'être venus. Bon, de notre côté, on va aussi remercier les associations qui nous ont aidés, donc notamment REC pour l'infrastructure de rediffusion en direct et KPF pour le prix du matériel que vous voyez là. Et puis, bon après-midi, je pense que c'est de rigueur. Et voilà. Ok. Donc bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc j'aimerais commencer cette présentation avec un chiffre, le chiffre 4. Donc il faut savoir que chaque année, alors, si ça veut bien se lancer. Alors, une statistique de 2019, tous les 4 jours, un navire fait naufrage dans le monde. Donc ça peut paraître beaucoup, mais si on le ramène à l'échelle de l'océan qui couvre une surface d'environ 70% de la planète, ça peut paraître négligeable, mais il s'avère qu'il y a de nombreux scientifiques qui se sont mis d'accord sur la présence d'au moins plusieurs centaines, voire plus d'1 million d'épaves dans l'océan. Depuis que l'homme s'est navigué. Donc ce que j'ai envie de poser comme question ici, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui pas à augmenter cette partie de l'océan qui aujourd'hui reste à peu près environ seulement 10% cartographiée, et notamment aujourd'hui au 21e siècle, donc avec toutes les avancées qu'on a pu faire, notamment avec les fusées, les lanceurs récupérables avec des barges autonomes de SpaceX, ou même encore tout récemment, il y a quelques semaines, Airbus qui a réussi le premier décollage avec leur autopilote au monde, ou encore avec les voitures autonomes. Donc dernièrement, il y a 2 semaines aussi, Tesla a publié la dernière version, en tout cas une vue interne de la dernière version de leur autopilote. Donc pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à faire aussi bien sous l'eau qu'on arrive à faire sur terre ou dans l'air? Donc c'est un peu la question que j'ai envie d'explorer avec vous dans cette présentation, et je vais essayer avec vous, de voir que cet environnement qui à première vue peut paraître aussi paisible qu'on peut le penser, au final la majorité de l'océan, la majorité de cet environnement en fait est le théâtre d'un grand nombre de phénomènes physiques, chimiques qu'on a encore beaucoup de difficultés à appréhender. Donc un peu à l'image de ce plongeon dans l'inconnu, dans les eaux troubles. Dans cette présentation, je vais essayer d'apporter quelques explications à cette problématique. Donc comme Lionel a pu le souligner, je suis actuellement doctorant à l'ENSTA Bretagne et à Flinders University. Donc c'est un doctorat en co-tutelle, donc moitié en France, moitié en Australie, et je suis aussi financé par Naval Group. Donc voilà. Naval Group Toulon. Donc je vais commencer
cette présentation par revenir un peu sur les bases. Donc même s'il y a quelques notions d'automatique qui pourraient vous paraître un peu abstraites, je vais essayer de faire en sorte de vraiment rentrer à la fois dans le détail, mais aussi d'expliquer de façon un peu plus concrète certaines notions. Donc la première va faire écho à ceux qui ont déjà eu le cours d'automatique. Donc là, pour l'ensemble de cette présentation, je vais m'intéresser au contrôleur vraiment de base, le contrôleur PID. Donc c'est un contrôleur dont les gains proportionnels, intégral et dérivés sont fixes. Et dans la pratique, en général, on va avoir, dès qu'on a un robot, un système qu'on veut asservir, on va tout de suite essayer d'appliquer ce type de contrôleur, mais on va très rapidement voir qu'il est très limité. Donc en effet, sur cette courbe, on peut voir que la performance de ce type de contrôleur est directement liée à la précision de notre modèle du système, donc à quel point on connaît notre système qu'on essaie de contrôler. Le désavantage principal de ce type de contrôleur est qu'il est incapable de s'améliorer dans le temps. Donc dès qu'on a fixé nos gains, on ne pourra plus les changer. Et encore une fois, il assume que le futur sera similaire au présent. Ce qui est pas du tout le cas dans des cas d'application réels. Donc l'idée, c'est comment on pourrait avoir un type de contrôleur qui, lui, pourrait s'adapter en fait, donc changer, se modifier en fonction du système qu'on essaie de contrôler et des conditions d'opération dans lesquelles on évolue. Donc ça peut paraître un peu vraiment un cas particulier, mais au final, il s'avère que ce genre de cas, c'est un peu la base de tous les cas en robotique réelle. Donc par exemple, quand vous allez avoir ici un robot qui va à un moment donné devoir porter une charge utile, eh bien le fait d'avoir un poids supplémentaire, eh bien ça va totalement changer la dynamique du robot. Donc là, votre modèle du robot que vous aviez en simulation qui marchait bien, à partir du moment où vous allez rajouter ne serait-ce que quelques grammes, on va dire quelques centaines de grammes à votre robot, eh bien il va falloir revoir ce modèle parce que il va plus pouvoir être utilisé dans la pratique. Donc un autre exemple avec les avions supersoniques. Ici, vous voyez la première version du X-15 américain. Donc, c'est le premier avion supersonique qui a été à l'origine en fait de l'engouement autour du contrôle adaptatif. Et en fait, on peut voir ici que quand vous allez avoir votre avion qui évolue à des vitesses très différentes, à des altitudes très différentes, où la pression de l'air est différente, ça va jouer à la fois sur le corps du système, mais aussi sur les retours capteurs. Donc vos capteurs vont pas être aussi performants à deux altitudes données. Et pour finir, par exemple, dans le cas qui me correspond le plus, dans le cas du sous-marin, ici on voit le sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, le Téméraire. Donc ici on va avoir, quand votre sous-marin va être à une certaine profondeur, vous allez avoir déjà la pression qui va être différente, la salinité de l'eau qui va aussi avoir une très grosse importance sur la dynamique et à la fois aussi sur les retours capteurs de votre système. Donc il y a plein d'effets externes mais aussi internes au système qui peuvent introduire de l'incertitude sur votre modèle. Donc pour régler ce problème, du coup à partir des années 1900, des années 50, 60, a été développé le domaine du contrôle adaptatif. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de donner une définition, mais moi je vais vous donner celle qui suit. Donc un contrôleur adaptatif, c'est un contrôleur dont les paramètres sont ajustables et dont il existe un mécanisme pour les ajuster. Donc si on regarde au niveau automatique ce que ça représente, ça voudra juste dire que dans notre chaîne d'asservissement, notre contrôleur, on va avoir en haut, vous voyez le bloc d'ajustement des paramètres qui va dépendre à la fois de la sortie du système et aussi de certaines conditions d'opération. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, quand vous avez un robot sous-marin, ça va être la profondeur, la salinité, la température de l'eau aussi, qui peut avoir un effet sur le corps, sur la flottabilité du robot. Donc l'idée c'est de prendre en compte toutes ces forces-là et d'ajuster notre contrôleur par la suite. Donc il y a deux méthodes, deux approches principales de contrôle adaptatif. Dans un premier temps, on a les méthodes directes, dans lesquelles en fait on va
venir modifier les paramètres de notre contrôleur directement. Donc là, je reprends encore notre contrôleur PID. L'idée ici, ça va être de venir directement modifier les gains de notre contrôleur. Et à l'inverse, il y a ce qu'on appelle les méthodes indirectes, où on va faire d'abord une première estimation des paramètres de notre système. Et ensuite, on va dériver de ce modèle mathématique, de cette estimation-là, eh bien, les lois de commande qui en résultent et les paramètres de notre contrôleur. Donc dans l'industrie, les méthodes directes ont vraiment pris toute l'attention de l'industrie et du domaine académique, parce que le modèle pour estimer, je veux dire, le procédé pour estimer le modèle du système est en quelque sorte un peu plus sophistiqué, un peu plus complexe que celui juste pour déterminer les gains d'un contrôleur PID par exemple. Donc la majorité des travaux à cette époque-là jusqu'à aujourd'hui étaient concentrés sur les méthodes directes. Donc je vais vous présenter une méthode, un exemple de méthode directe et de méthode indirecte, et par la suite je vais vous montrer, on discutera comment on peut essayer de rajouter un peu de machine learning dans la boucle. Donc on va prendre l'exemple suivant. Donc ici, on est avec un sous-marin de moyenne taille, on va dire le Suffren de Naval Group, de classe nucléaire. Donc on va avoir un contrôleur. Donc ce qui fait généralement, c'est qu'on va pas avoir un contrôleur qui va agir sur toutes les dynamiques, tous les degrés de liberté de notre système. En général, on va avoir une série de contrôleurs qui va, on appelle ça des contrôleurs en cascade, qui vont contrôler par exemple ici juste un angle, l'angle de tangage du sous-marin, et on va utiliser ici ce qu'on appelle du gain scheduling, qui est une méthode très simple. Donc ici on a notre boucle d'asservissement, et on va se rendre compte que le modèle qu'on a de notre sous-marin, qui est en général beaucoup plus complexe que celle que je vous ai affichée, mais pour l'exemple, elle va, comme je vous ai dit, elle va représenter la dynamique du système seulement autour d'un certain nombre de points de fonctionnement. Donc l'idée c'est on va essayer de voir comment on peut améliorer ça, comment on pourrait rajouter l'aspect adaptatif. Donc on pourrait commencer par soit faire un contrôleur non linéaire. Donc c'est un contrôleur ça veut juste dire que c'est un contrôleur, un contrôleur non linéaire, donc qui va être plus complexe. Mais dans la théorie, on n'est même pas sûr que mathématiquement on puisse arriver à le déterminer. On pourrait sinon utiliser le domaine de la commande robuste, c'est-à-dire mettre en place un contrôleur qui, suivant qu'on soit en haute ou basse fréquence, soit optimal suivant certaines conditions, mais là encore on est sûr de perdre en performance, parce que la commande robuste, on est mathématiquement certain de perdre aussi en performance, même si on rajoute de la robustesse. On pourrait sinon limiter l'usage de l'autopilote à juste certaines conditions d'opération, mais c'est pas vraiment le but voulu. Le but c'est vraiment d'avoir un contrôleur qui puisse fonctionner sur toute la mission. Et la dernière solution, qui est la plus simple, revient à utiliser un contrôleur linéaire, mais de modifier ses gains suivant certains paramètres, suivant un certain schedule en fait, d'où le nom de gain scheduling. Donc très concrètement, je vais vous montrer comment ça se met en place. Donc on va avoir notre contrôleur, donc on va par exemple en premier on va prendre comme variable de schedule la vitesse du sous-marin. Donc on va par identification, par test, on va voir que on a deux jeux de gains qui vont être optimales pour soit une valeur de 0,3 miles par seconde, ou un autre set de gains pour une vitesse de 0,9 miles par seconde. Donc ça c'est une première variable de schedule. On pourrait en rajouter une deuxième, par exemple la pression de l'air à la profondeur à laquelle le sous-marin se situe. Et là encore on voit qu'on identifie deux sets de gains qui paraissent assez bons. Et donc là on peut encore rajouter une troisième dimension, mais je pense que vous avez compris. Par exemple suivant le centre de gravité du sous-marin, et on va encore avoir un nombre de configurations, une table en fait. On va créer une table de jeu de paramètres qui vont dépendre de ces variables-là. Donc on voit ici qu'on a une matrice qui se crée et dont la taille peut rapidement devenir d'une taille de très grande dimension. Et deux choses que j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus, ce sont les cas extrêmes. Donc
les cas qui se trouvent aux extrémités de cette matrice, où en fait, physiquement parlant, ça va être les cas où ce sera les cas les plus compliqués, les plus durs à servir, à maintenir le contrôleur dans ces conditions-là. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les cas extrêmes où on aura la vitesse au maximum, la pression au maximum ou au minimum, etc. Mais dans l'automatique, c'est des cas qu'on utilise pour certifier la robustesse de nos contrôleurs, donc il faut toujours les prendre en compte. Et à l'inverse, on a les cas simples, donc les cas où ils vont être à l'intersection de certains axes de la matrice, où là, ça va être les cas les plus faciles physiquement à atteindre, et donc c'est ceux qu'on va privilégier dans la pratique. Donc ce type de gain, ce type de méthode peut se résumer assez facilement aussi d'un point de vue automatique. Donc on va avoir en fait une table de gains qu'on aura construit au préalable, et on va venir piocher, voilà, suivant les conditions dans lesquelles le sous-marin se trouve, quelle configuration de gain est la plus optimale. Donc jusqu'à maintenant, comme je disais, c'est un exemple de méthode directe, donc on modifie directement les gains du contrôleur PID. Et maintenant, on va avoir un peu une méthode indirecte qui s'appelle le Self-Tuning Regulator. Donc c'est une méthode indirecte cette fois, parce que l'idée c'est qu'on va en temps réel, on va faire une estimation des paramètres de notre procédé, et qu'on va utiliser par la suite pour choisir l'architecture de notre contrôleur. Donc on peut avoir un contrôleur PID ou PI qui serait un proportionnel intégral qui serait plus adapté. Donc suivant cette estimation-là, on va choisir quel type de contrôleur utiliser, et ensuite on va définir les gains en se basant toujours sur cette estimation-là. Donc ici, l'idée c'est qu'on a deux boucles, une boucle externe qui estime les paramètres du système, et la boucle interne qui, elle, prend en compte le contrôleur designer. Donc c'est là où on va venir choisir quel type d'architecture de contrôle on va utiliser, et les gains ensuite du contrôleur. Donc je vais pas trop m'attarder sur ces notions-là, mais j'aimerais quand même vous parler d'une notion très importante dans l'automatique, qui est le dual control. Donc en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que ces deux, en tout cas le contrôleur STR, l'estimation du procédé, il l'utilise ensuite comme si c'était la vraie valeur des paramètres. Sauf que ce n'est pas, bien sûr pas le cas, c'est une estimation, et donc on a une certaine incertitude. Donc l'idée qu'on pourrait se dire, c'est comment introduire une incertitude sur l'estimation qu'on fait du système. Donc ça revient à la notion de contrôle dual. Donc en fait, où le but est d'avoir deux objectifs pendant l'asservissement du système. Donc on va à la fois vouloir contrôler au mieux notre système, et en même temps on va vouloir perturber le système, donc lui envoyer des signaux de perturbation afin de faire de l'identification du système pour ensuite avoir un meilleur contrôle. Donc l'idée c'est on contrôle au mieux, et en même temps on perturbe notre système, on le fait vibrer avec des signaux de fréquence. Il y a des fréquences optimales pour ce genre de procédé d'identification. Donc on veut avoir le meilleur contrôle et le perturber aussi le plus possible, afin d'avoir une meilleure estimation. Quand on a une meilleure estimation, on a un meilleur modèle, donc on peut mieux le contrôler ensuite par la suite. Donc ça, c'est un sujet qui date, qui est pas nouveau, mais qui a été résolu mathématiquement seulement pour des systèmes très très simplistes, des systèmes linéaires, même pas pour le pendule simple. Donc ça se résout à l'aide de la théorie du contrôle stochastique non linéaire. Et je vais encore une fois pas trop passer de temps dessus, vu que c'est entre guillemets le principal sujet de ma thèse. Donc l'idée c'est qu'ici on va avoir la fonction de perte que vous pouvez voir ici qui englobe ce que je viens de dire, les deux critères, donc avoir un bon contrôle et perturber assez le système. Et on va voir qu'en fait ça fait ça ressemble beaucoup à certaines notions d'apprentissage automatique, notamment en apprentissage par renforcement. Donc
J'aimerais souligner que les contrôleurs adaptatifs, eh bien, même s'ils ont l'air très performants, très robustes, eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut les utiliser à tout va. Donc ici, j'ai pris un exemple d'une fonction de transfert assez simple aussi, et on va voir qu'avec un contrôleur à gain non fixe, donc un contrôleur adaptatif, ici on a un contrôleur avec le gain k qui est une fonction sinus, ben on voit que la réponse en temps réel du système eh bien, elle va converger, donc c'est robuste, mais au contraire si on change notre fonction, notre gain qui est une fonction de sinus, vous voyez ici de vraiment une très petite quantité, et ben on voit que le système, la réponse temporelle du système va diverger, donc notre contrôleur est totalement instable. Donc c'est les contrôleurs adaptatifs, il faut pas, il y a vraiment des cas où c'est utile de les utiliser, et dans la plupart des cas, ça donne voilà des contrôleurs instables. Donc encore une fois, la fonction de transfert que j'ai pu mettre ici représente seulement la dynamique du système autour d'un point de fonctionnement et pas toute la totalité de la dynamique du système. Donc ici on voit, c'est juste un diagramme pour vous montrer que voilà, suivant les incertitudes auxquelles sont soumises le système, et comment choisir si on doit utiliser un contrôleur adaptatif ou pas. Donc maintenant j'aimerais parler de l'aspect machine learning. Donc tout ce que je viens de vous parler, ça date des années, tout ce que je viens de vous présenter date des années 60, 70. Mais déjà à cette époque, il y avait des gens qui commençaient à essayer avec des méthodes de régression ou des méthodes de dynamic programming, d'essayer d'introduire de l'intelligence artificielle dans l'estimation soit des gains du contrôleur, soit des paramètres du système. Et ben dans la théorie du contrôle adaptatif, on peut identifier trois façons, trois familles de contrôleurs. Donc, dans un premier temps, on a les contrôleurs dits model based. Donc, c'est quand vous allez avoir un modèle un modèle mathématique de votre contrôleur, et votre système d'asservissement va se baser uniquement sur ce modèle-là. On a ensuite les modèles free, où vous allez avoir aucun modèle physique du système, mais vous allez utiliser du machine learning, des algorithmes d'apprentissage automatique pour apprendre le modèle du système. Et vous avez ce qu'on appelle les learning based contrôleurs, où là ça va être un peu des contrôleurs hybrides, où vous allez quand même utiliser des notions d'automatique, donc des connaissances du système, et vous allez utiliser encore une fois des méthodes de machine learning pour estimer les paramètres inconnus du système. Donc, concrètement, par exemple, dans mon cas à moi, je travaille beaucoup sur des robots sous-marins type Torpille, et généralement les constructeurs ils vous donnent pas tous les paramètres hydrostatiques, hydrodynamiques. Donc on va avoir une certaine partie des paramètres, et l'idée c'est d'essayer de voir si avec des méthodes de machine learning on puisse pas apprendre les paramètres qui nous manquent. Donc je vais présenter un peu de façon générale ce que c'est que l'apprentissage par renforcement, et après je vous montrerai comment l'appliquer à ces méthodes-là avec des démos en simu et en réel. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est une méthode d'apprentissage automatique qui, donc contrairement aux méthodes plus connues, supervisées, non supervisées, ici on n'a pas de jeu de données initiales. Donc l'idée c'est qu'on va essayer d'apprendre une stratégie comportementale, qu'on appelle politique en général, en fonction d'essais-erreurs. Donc à chaque instant T, on va avoir notre robot qui va faire une action, et cette action va le faire transiter dans un autre état. Donc ici, quand je parle d'état, je fais référence à l'espace d'état du domaine de l'automatique. Donc notre robot va arriver d'un nouvel état, et ce nouvel état va générer un signal de retour qu'on appelle récompense, qui est tout simplement un scalaire, donc ça peut être un nombre plus ou moins grand, plus ou moins négatif, suivant l'objectif que vous étiez fixé. Donc si par exemple c'était de se rapprocher d'une cible, si à l'instant t plus 1 vous êtes plus proche, vous allez avoir un nombre positif très grand, et à l'inverse si vous êtes éloigné, vous allez lui donner un nombre plutôt négatif. Donc l'idée maintenant c'est comment on peut appliquer cette théorie-là
à la méthode de gain scheduling. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a d'abord besoin de définir nos variables de schedule, donc par exemple la vitesse, l'orientation du robot, la pression autour du robot, la salinité de la mer. Et l'idée c'est qu'on va créer un vecteur, voilà, ce vecteur de ces variables-là, qui va être l'entrée de notre réseau de neurones. Donc l'idée c'est qu'à chaque instant, notre robot il prend en entrée ces informations qui proviennent des capteurs, et en sortie il est censé prédire les gains pour avoir une réponse optimale à l'instant d'après. Et on va faire en sorte d'optimiser notre réseau de façon à maximiser notre récompense. Donc l'idée c'est, comme je vous ai dit, si on veut minimiser une erreur à une trajectoire, bah à chaque instant t, on va calculer l'erreur à cette trajectoire et notre fonction de récompense va être fonction de cette erreur-là, par exemple. Ça, c'est un cas très simpliste. Donc je vais vous montrer en entraînement ce que ça donne. Alors ici, je peux vous montrer... Alors je sais pas si on voit. Oui, voilà. Donc là, je suis sous l'environnement Rose Gazebo. Donc on a un environnement sous-marin qui a été fait par le laboratoire STIC de l'ENSTA Bretagne. Donc ici on voit pas, mais on est sous l'eau. On a les courants qui sont inclus dedans. Donc on peut avoir des courants de vitesse et d'angle différentes. On a la salinité de l'eau qui a un effet sur le corps du robot, ainsi que la pression qui est pris en compte dans la simulation. Et l'idée ici, là je commence l'apprentissage, donc on voit que le robot il fait un peu n'importe quoi au début. Donc à chaque instant t, ce qu'on veut ici essayer de trouver, c'est en fonction de ces paramètres là, ces trois variables de schedule, et bien quel est le meilleur paramétrage des gains. Donc ici en bas à droite vous avez tous les courants qui changent de façon aléatoire très souvent afin d'entraîner au mieux le réseau. Donc ici la mission ici est de alors j'ai mis la boule rouge, mais en fait ici l'objectif est de suivre une trajectoire. Donc la boule rouge correspond en fait à la fin de la trajectoire, mais c'est bien la norme euclidienne entre les deux points, le point de départ et la boule rouge, qu'on essaie de suivre. Donc voilà, au début il fait un peu n'importe quoi. Donc on va voir qu'après quelques épisodes, il apprend, déjà il est un peu plus stable, et on va aussi remarquer par la suite qu'il aura appris à se servir des courants, donc pour utiliser à la fois moins d'énergie et atteindre plus rapidement la cible. Donc c'est le genre de contrôleur, c'est pourquoi on veut rajouter cette partie basée machine learning, model free, donc avoir des learning based controllers. C'est parce que grâce à ça on est capable d'avoir ce genre de comportement qu'on on n'arriverait pas à découvrir si on n'avait pas cette exploration là au hasard un peu au début. Donc on va voir qu'au final il va être très stable, et en plus de ça il va consommer moins qu'un contrôleur classique. Non. Hop. Donc ici c'est en test, je vous ai mis un contrôleur à gain fixe pour que vous voyez vraiment la différence. Donc ici c'est le contrôleur fixe, on voit qu'il oscille pas mal, et ici on a le contrôleur à gain statique. Donc là on est en vitesse x1, l'entraînement on arrive à faire l'entraînement en x32. Donc pour ce type de réseau là ça me prend à peu près 2h30 pour l'entraîner intégralement. Et ici on voit que le robot, même si c'est un peu lent, il suit quasiment parfaitement la trajectoire. Et en plus de ça, en termes de consommation d'énergie, on a pu la quantifier, elle est d'environ 35%, ce qui est un élément très critique dans la robotique sous-marine, où l'autonomie est un des principaux freins à tout ce qui est véhicule autonome. Donc ici voilà, on a là on le voit pas, mais il y a des courants qui ont un effet sur le robot. Donc j'ai mis ce contrôleur là pour que vous voyez bien à quel point les courants quand ils sont forts peuvent faire vaciller le robot. Et à l'inverse, quand on a le contrôleur adaptatif, on voit bien qu'il est très peu perturbé par les courants et qui suit
quasiment parfaitement à la diagonale vers la cible. Donc ça a marché, c'est bien, mais ça marche pas tout le temps. Et ici, je vais vous montrer le cas de l'usage de ce type de contrôleur adaptatif, le même procédé, mais avec un autre robot, un robot torpille de la société ECA, donc un ECA A9. Et là, on peut voir que l'idée, c'est on a l'objectif est de suivre la trajectoire circulaire qu'on voit un peu. Donc l'idée, c'est de suivre la boule verte. Et pareil, là, j'ai utilisé le même contrôleur. Et on peut voir que vu que la dynamique du robot ici est différente, donc on n'arrive pas à avoir les mêmes mouvements avec un robot torpille et un robot plutôt ROV, et bien on va voir qu'on a quand même une grosse erreur par rapport à la trajectoire cible. Donc ici on voit déjà dans le plan, en fait on se rendra compte que l'erreur en profondeur, en Z, elle est vraiment minimale, mais par contre voilà, on voit dans ce plan là, l'erreur elle est quand même pas négligeable. Donc ça reste quand même assez robuste, mais c'est pas du tout des résultats aussi encourageants qu'on a eu avec l'autre robot. Donc ça c'était des tests réalisés en simulation. Donc en gros, le problème majeur de la robotique aujourd'hui, c'est comment on transfère nos modèles qui sont basés soit exclusivement sur du machine learning ou une partie sur le machine learning sur les plateformes réelles, parce qu'il y a une réelle différence entre les simulations et le monde réel. Donc il y a plusieurs techniques qui sont possibles pour rendre cette transition un peu plus facile, mais on va voir que ça se passe jamais comme on le souhaite en réel. Donc là c'est un peu je voudrais juste parler de quelques expérimentations que nous faisons à l'ENSTA. Donc on est parti il y a 2 semaines, on est resté 2 semaines au lac de Guerre-les-Dents en Bretagne pour faire plein de manips, que ce soit des relevés de bathymétrie, suivi d'isopades. Donc on a pu vraiment tester nos contrôleurs sur des robots en situation réelle. Et encore une fois, là on est dans un lac artificiel, donc c'est encore pas, donc les courants sont vraiment minimes comparés à dans l'océan, mais par contre au niveau visuel, comme les lacs sont vraiment très dense en termes d'organismes vivants, donc on va voir que la vision dans ce type d'environnement est quasiment inexistante. Donc on peut voir à 10 cm devant soi. Et en fait j'aimerais vous faire part d'une série d'échecs qu'on a eu. Donc même si ça peut ressembler à des vacances ou quelque chose de très facile, déjà on a pu voir que le robot que je vous ai montré juste avant, donc on avait eu notre contrôleur qui marchait pas bien, et bien on a vu qu'en réel c'était pire que ça. C'est-à-dire que le robot, on a dû le récupérer à la main parce que le modèle était pas du tout bon, le modèle que le réseau de neurones avait estimé en simulation, qui était en simulation fonctionnait assez bien, et qu'au final en situation réelle, eh ben le robot a perdu stabilité, donc on a dû aller le récupérer à la main pour tout relancer, et même ça a endommagé certaines parties du robot. Donc c'est pour ça c'est très important d'avoir un bon modèle, et même si vous le validez en simu, ça veut pas dire que vous pouvez l'utiliser en vrai. Donc j'aimerais maintenant vous parler d'un autre problème qu'on a eu. Donc ça c'est des travaux d'un collègue à moi au labo. Donc dans le cadre de sa thèse, il a développé ce type de flotteur autonome. Donc vous avez dans ce flotteur un piston en bas. Donc quand le piston sort ou se rétracte, ça modifie la densité de l'objet, ce qui le fait descendre ou remonter. Donc en plus de ça, il a deux rotors sur les côtés pour pouvoir le contrôler dans toutes les directions possibles. Et l'idée c'est que en fait on envoie ce genre de balises autour des îles pour faire du suivi d'isopathes. Les isopathes, c'est en fait des points dans l'océan à égale distance de la surface.
Donc quand vous avez une ligne d'isopathe autour d'une île, en fait ça va créer une sorte de cercle, pas forcément, mais généralement c'est une forme circulaire. Et l'idée c'est qu'on envoie ça pour déjà faire de la surveillance de zone dans le cadre militaire, mais aussi c'est utilisé pour la guerre des mines. Donc quand vous avez des sous-marins qui doivent se placer pour lancer des missiles de croisière ou des missiles nucléaires, donc ils doivent se placer dans un angle très précis, et généralement ce qu'on fait pour les contrer, c'est qu'on passe par-dessus et qu'on lâche plein de mines pour les empêcher de bien se placer. Donc on envoie ce genre de flotteurs-là pour aller faire ce qu'on appelle du déminage, mais en d'autres mots, des missions suicides. Donc l'idée c'était de tester dans le lac un peu comment on arrivait à utiliser, à contrôler ce type de flotteur, vu que ça avait été validé en amont autour de l'île de Ouessant, qui est une île juste à côté de Brest. Du coup on est parti dans le lac. Ici je vais vous montrer, ça c'est un autre robot qu'on a utilisé, mais je vais vous montrer la visibilité qu'on a dans ce genre d'environnement. Donc ici on voit plein de particules et on va voir quand on va tourner. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a en continu sous l'eau. Donc comment faire pour se repérer, comment faire pour se localiser. Sous l'eau on n'a pas de GPS, on n'a pas de point d'intérêt pour faire du slam. On peut utiliser des signaux acoustiques, si tant est que les fonds, qu'il n'y a pas d'autres objets qui reflète les signaux et autres, qui va ajouter des erreurs dans nos relevés. Donc c'est un milieu vraiment pas du tout accueillant pour la robotique en tout cas, et encore moins pour l'odométrie visuelle. Donc ici je vais vous montrer. Là on est un peu plus profond, mais vraiment pas très profond, on doit être à 5-6 mètres, et là on va retrouver notre flotteur. Donc l'idée c'est que lui il a une zone à couvrir de façon autonome, et il a ce qu'on appelle un DVL, donc c'est un capteur qui mesure sa vitesse par rapport au fond et par rapport à la surface. Donc grâce à ça il arrive à estimer la vitesse du courant, et on essaie de faire une estimation de son déplacement en fonction de cette différence de vitesse entre le fond et la surface. Et on est obligé de remonter le flotteur tous les X temps pour se recalibrer avec une balise GPS qui est elle sur un bateau. Donc là encore on est encore très dépendant d'un système externe pour avoir la position. Donc là on le voit en fonctionnement, mais ce qui s'est passé c'est qu'on a perdu le flotteur. Donc il répondait plus, et il s'est bloqué en fait entre des rochers, parce que il a eu une mauvaise estimation il faisait du suivi d'isopathe, sauf que il est passé au-dessus d'un arbre, donc erreur de distance, il se réajuste et il s'est pris dans des rochers, il s'est piégé dans des rochers, on pouvait plus le sortir. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Donc déjà on a la chance, on est dans un lac. On a vu à peu près où le robot, on a perdu contact avec, où il est perdu. Donc on va repasser sur la zone avec ce qu'on appelle, c'est un radar multi-faisceau. Donc les images radar, c'est vraiment pas très facile à interpréter. Mais l'idée c'est que plus c'est lumineux, plus c'est proche de nous. Et en fait ce qu'on va voir, c'est qu'on va retrouver l'ombre du robot. À un moment, on va la retrouver. Donc on va voir le robot, il va passer... Oui, là, je vais mettre pause. Là, vous voyez ici, on ne voit pas trop bien. Ici, c'est en fait l'ombre du flotteur. Et ça c'est au bout de 3 heures d'aller-retour au-dessus qu'on arrive à le retrouver. Et là, on va se rapprocher de lui, mettre une bouée et savoir où il est. Donc maintenant, c'est bien, on sait où il est, mais comment le récupérer? Donc pour le récupérer, on a utilisé un autre robot sur lequel on a fabriqué une sorte de bras avec
avec des bouts de métal. Et il n'y a pas 30 000 solutions. L'idée, c'est d'essayer d'aller le récupérer à la main, téléopérer, essayer d'accrocher le bras qu'on a pu montrer. Donc là, on s'approche. On va voir que quand on touche le fond, on va voir tous les sédiments qui vont tous les sédiments qui vont remonter, qui vont nous regâcher la vue. Donc c'est pas facile du tout. En fait, ce qu'on a vu après, c'était que le piston s'était bloqué. Donc même si on le voulait, on arrivait à retrouver contact avec le robot, on pourrait pas le faire remonter parce que le piston était bloqué. Donc là, tous les sédiments remontent. On voit en haut à droite le bras du robot. Et on va essayer tant bien que mal de l'attraper et de le remonter à la main. Donc là, on a le robot sur le bras. Et là, en fait, on va se rendre compte qu'il est en train de glisser. Donc on est sur le point de le perdre. Donc rapidement, un coup en arrière. Voilà, là, il part. Voilà, on le ramène en arrière, on est obligé de le ramener comme ça. Parce que je vous le rappelle, là, le piston, il est bloqué, donc la flottabilité, elle est négative. C'est-à-dire que le système, il coule. Et encore une fois, là, voilà, on est assez proche, on a une vision, mais derrière, vous voyez que même avec la lampe, on voit rien. Donc voilà, on remonte. Une chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que à partir d'un certain moment, on voit bien que on gagne en luminosité. Et c'est une étude aussi qu'on a fait sur les sédiments du lac. En fait, on a vu que suivant la période de l'année, eh bien, suivant la température, en fait, il y a vraiment deux parties du lac qui vont avoir des températures différentes. Et à cette période de l'année-là, en fait, on voit qu'elles se sont complètement mélangées. Mais avant ça, on pouvait avoir un décalage en termes de température de plusieurs, on va dire 15 degrés de différence. Alors qu'on n'est pas une profondeur très élevée. Dans l'océan, ça peut passer des centaines de degrés de différence quand on est près de volcans, des volcans sous l'eau. Donc on a réussi à récupérer au final. C'est le deuxième flotteur qui perd. Celui-là, on a réussi à le récupérer. Le premier, c'était dans l'océan, donc on n'a pas essayé. Mais ce que je voulais vraiment mettre en avant ici, c'est que c'est la première fois que je travaille sur la robotique sous-marine, et c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore sous la mer. Déjà, juste le fait d'estimer son déplacement dans un espace très restreint, c'est très compliqué avec toutes les forces externes. Par exemple aussi pour les sous-marins, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est des problématiques sur lesquelles je travaille aussi, sur le suivi de cible. Donc quand vous avez un véhicule un peu plus rapide qu'un sous-marin qui en détecte un, comment le suivre sous l'eau? Les sous-marins, en fait, on va voir que suivant les moteurs nucléaires ou autres, ils vont lâcher dans l'eau une certaine trace chimique, et donc déjà comment détecter ces traces et ensuite les suivre dans un. Donc je pense que vous avez bien compris que dans l'eau, bien ça va se diluer très rapidement. Donc il y a plein d'algorithmes avec du machine learning qu'on pourrait tester déjà en simulation. L'outil que j'ai montré, ROS Gazebo, c'est un outil open source, donc tout le monde peut l'utiliser et le lancer avec si il a seulement un ordinateur portable et un Ubuntu dessus. Donc c'est des choses que vous pouvez vous-même expérimenter, il y a déjà des travaux dessus. Mais l'idée c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire dans le domaine sous-marin. Donc si vous avez des questions, je serais ravi d'échanger avec vous. Et sinon, merci pour votre attention. Le modérateur va donner la parole. Est-ce que vous avez des... Oui. L'économie d'énergie. Oui. Ça fait partie de la fonction de récompense ou c'est une conséquence Alors on a fait les deux. On a testé sans mettre de terme dans la fonction récompense, donc minimiser, dire qu'en utilisant moins, la récompense est plus élevée.
et on a essayé 100. Et dans les deux cas, avec le contrôleur basé sur le renforcement, on avait une économie bien plus élevée. Elle était de l'ordre du 5% sans rien. Mais là, du coup, 35% quand on lui dit que c'est très bien. Mais du coup, dans les deux cas, même si on ne lui dit pas, il économise quand même un peu l'énergie. Il faut savoir que, en fait, cette économie d'énergie, elle est due au fait qu'il va utiliser les vagues en fait, pour se déplacer. Et parce qu'on est dans le domaine sous-marin, on est très souvent sous-actionné. C'est-à-dire que votre système, peu importe la force que vous allez donner au thruster, ben, elle ne va pas pouvoir combattre les courants marins. Sauf que quand vous envoyez la patate sur un moteur, ben, ça consomme beaucoup d'énergie. Et les moteurs, les contrôleurs basés sur RL, en fait, au final, on a pu démontrer qu'ils apprennent en fait à utiliser les courants. Donc cette économie elle provient principalement de là. D'autres questions? Non? Oui. Là, c'est concernant la simulation. Oui. Le système de simulation que vous avez utilisé, c'est quelque chose qui est déjà, c'est quelque chose que vous avez commandé? Alors, non, c'est un package open source de base sur lequel il y a la simulation hydrodynamique. Ça provient de UV Simulator. Donc, c'est un projet européen de base qui a été abandonné avant la fin, mais une partie reste en open source avec une personne qui maintient le package, et tout le reste ça a été rajouté en interne dans notre labo avec Naval Group. Toute la partie hydrodynamique, simulation des vagues, elle est comprise dans UV Simulator, mais moi j'utilise celle de Naval Group qui est un poil plus réaliste. Question? Non. Bon, ben merci et